De l'extérieur, le donjon a l'air terrifiant. Une carcasse de tôle à l'ombre de briques centenaires, abritant des centaines de mètres carrés de dédale. Qui sait ce qui s'y cache comme piège mortel? Devant ces portes closes, les combattants font la queue, prêts à en découdre. Parmi eux, Axel Labarde d'Ixelles et moi-même, elfe des terres du centre... Wow, t'y vas pas pourrir avec l'analogie Donjons et Dragons, là. Mais t'oublies juste de préciser qu'en vérité, ce jour-là, on faisait juste la file devant le Brussels Beer Festival, pas une convention de jeux de rôle. Mais c'est vrai que uniquement armés de nos 2 solides tote bags et d'une carte plutôt cryptique des lieux, on faisait pas vraiment les fiers en rentrant. Un vrai jeu de piste, tu veux dire? J'ai presque regretté de ne pas avoir apporté ma boussole. Sur la carte, 60 brasseries belges et internationales, comme autant de maisons à faire trépasser en goûtant leur bière. Calice à la main, on s'est lancé sur le plateau de jeu avec une mission, ressortir du Brussels Beer Festival vivante. Et idéalement, en ayant percé son plus grand mystère, découvrir au juste à quoi ressemble aujourd'hui le royaume des bières belges. Vous écoutez Salade Tout, le podcast qui cuisine le monde de la bouffe et notre société. Art de la table, secrets des fourneaux, sociologie des bistrots, on vous propose de discuter autour d'un verre de ce qui se trouve dans votre assiette et tout autour. Je suis Elisabeth Debours. Et je suis Axel Mine. Oubliez tout ce qu'on vous a dit, parler la bouche pleine est une excellente habitude. En 2016 encore, l'UNESCO gravait dans la pierre la culture de la bière belge et on se croyait les rois du pétrole, ou plutôt de la pils. 261 brasseries, 1500 marques, un secteur qui emploie près de 55 000 personnes et représente 4 milliards d'euros selon le baromètre 2017 des brasseurs belges, il y a de quoi virer Dickeneck. Sauf que contre toute attente, on pèserait pas tant que ça dans le beer game. Oui, et après s'être laissé endormir par de grands groupes brassicoles industriels, les Belges se réveillent enfin d'un long sommeil. Avec la pâteuse, on peut le dire, la Belgique n'est plus la capitale mondiale de la bière. La scène brassicole nationale est réduite à peau de chagrin et est définitivement à la traîne de la révolution houblonnée qui sévit presque partout ailleurs. C'était sans compter quelques nouveaux et anciens valeureux combattants qui ont récemment déterré la hache de guerre. 7 brasseurs, amateurs et professionnels, belges et étrangers, nous ont raconté leur quotidien, parfois difficile, mais comment aussi la Belgique s'est relancée dans la course à la bonne bière. Case départ. Un 6, c'est pas mal. 6 comme le nombre de brasseries que compte actuellement Bruxelles. Bon, ici on parle des vrais joueurs, c'est le lieu où on brasse réellement de la bière, pas seulement le siège social d'une marque. Cantillon, depuis les années 1900 et beaucoup plus récemment, dès 2010, la brasserie de la Seine, Brussels Beer Project, Anstumelings, No Science et la nano-brasserie de l'Ermitage. Bref, le nouveau croissant fertile de la bière bruxelloise qui se dessine le long du canal d'Anderlecht à Saint-Gilles. Attends, 6 ? Mais il leur arrivait quoi aux 200 autres ? C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps... Autant où Bruxelles brassait surtout. Plus 3 points en référence musicale. La capitale, mais aussi chaque ville ou village avait sa propre brasserie, voire plusieurs. En 1907 encore, il y avait 3387 brasseries dans le royaume, d'après le livre du journaliste Jean-Luc Baudeux consacré aux bières belges. On le sait grâce à la fameuse appellation bière d'abbaye, mais la bière existait déjà sous sa forme houblonnée au Moyen-Âge, où elle était produite notamment par des moines et des nonnes, mais aussi des fermiers. L'eau, c'était pas ce que c'était aujourd'hui et elle rendait régulièrement les gens malades. Le processus de brassage, lui, tuait les bactéries. Ça fait qu'on buvait presque tout le temps de la bière. Bonus de 14 points en résistance. Puis, des siècles plus tard, le milieu s'est retrouvé confronté à des règles hygiénistes plus strictes, des réglementations toujours plus nombreuses et des coûts de plus en plus élevés. Ça, c'est ce que nous racontent les officiels. Mais Jean Van Roy, le brasseur assembleur et propriétaire de la brasserie Cantillon, lui, il a une autre version des faits. C'est que pendant des années, il est resté le seul producteur de lambic de la capitale, le seul brasseur tout court en fait. Tout ça a disparu au profit des groupes. Donc les gros groupes se sont agrandis, ont gonflé, rachetaient ces brasseries, fermaient ces brasseries, au profit donc d'une délocalisation et d'une localisation de toutes ces bières dans un seul centre de brasserie, une seule brasserie immense. Et toutes ces petites entités ont disparu. Malheureusement, parce qu'il y avait une diversité absolument phénoménale. Vous imaginez, on parle du renouveau de la bière en Belgique aujourd'hui, mais on est encore nulle part, j'ose le dire, nulle part par rapport il y a un siècle, un petit peu plus d'un siècle d'ici. Échec critique en légitimité.
Il y a en fait 261 brasseries en Belgique aujourd'hui, si on en croit le dernier rapport annuel des brasseurs belges. Alors certes, on reste un minuscule pays, mais par rapport à d'autres comme les États-Unis, le Canada, mais aussi le Portugal, l'Italie ou la France... Quoi ? Eh ben, la Belgique est aujourd'hui bien peu de choses dans le monde de la bière. Ça, c'est le bruit de la bataille navale de mon enfance, mais aussi celui qui a fait mon cœur quand Nassim Menu, l'un des 3 fondateurs de la nano-brasserie de l'Ermitage, nous a dit qu'en Belgique, on n'était plus les grands magiciens de la bière. Coup critique à la confiance en soi. On a vraiment un beau patrimoine brassicole, on a un bel héritage. Maintenant, je pense qu'il faut surtout pas tomber dans le piège de se dire les bières belges, c'est les meilleures du monde, loin de là. Chez nous, pendant longtemps, en tout cas pendant, je dirais, la deuxième moitié du XXe siècle, les brasseries industrielles ont un peu pris le monopole du marché. Partout, en fait, ces bières de style Pils qui se sont répandues. Et donc, il y a eu une espèce de monopole du goût. Puis il y a eu une énorme révolution brassicole qui, à mon avis, partie des États-Unis dans les années 80. Avec plein de brasseries qui ont fait renaître des styles historiques de différents pays brassicoles. Puis voilà, petit à petit, ça s'est répandu aussi en Europe. Maintenant, on voit que chaque pays d'Europe, chaque ville a plein de micro-brasseries. Jusqu'à l'apparition de la brasserie de la Seine, il n'y avait plus que la brasserie Cantillon en activité. Donc il y avait une brasserie à Bruxelles, dans la capitale du soi-disant pays de la bière, ce qui est complètement absurde. Je pense qu'en 2018, 6 brasseries à Bruxelles, c'est vraiment un nombre beaucoup trop faible. On devrait être au moins 15 brasseries. Selon moi, la Belgique qui est pas la capitale mondiale de la bière et c'est plus le cas. Le Belge, en fait, a ceci de particulier, c'est qu'il y a 10 ans encore, c'était probablement un des plus mauvais connaisseurs en bière au monde. Il s'imaginait grand connaisseur, mais en fait, il était noyé dans l'industrie, croyait savoir, et il faut bien avouer qu'il était plus ou moins nulle part. Il y a quelques années encore, pour 95% des Belges, une crique ou une framboise était un produit sucré. Alors qu'une crique ou une framboise traditionnelle n'est pas sucrée du tout. C'est une bière acidulée, parce que les fruits sont acidulés, parce que le lambic, la bière de base, est acidulée aussi. Mais ils étaient tellement habitués à boire des criques et des framboises industrielles, fabriquées à base d'arômes de synthèse, de sirop et autres, voilà, que pour eux, c'était quelque chose de sucré. Touché, coulé, les gars. Mais si la Belgique n'est pas ou n'est plus la grande patrie de la bière, c'est qui gagne ? Ah, une énigme, j'adore. Des hommes, ça c'est sûr. Probablement barbus, avec des casquettes à large visière et des tatouages. De l'IPA par milliers d'hectolitres. Un accent à couper au couteau des Nord-Américains. Plus 3 points en stéréotype, mais bingo. Et on en a dégoté un au Brussels Beer Festival qui colle à merveille à la description. Simon Gaudreau est sommelier, Sissi est le copropriétaire de la brasserie Denham au Québec. Il nous a raconté comment l'intérêt américain pour la bière surpasse aujourd'hui celui de la Belgique. Oui, en fait, c'est pas des traditions monastiques comme la Belgique. Là. Par contre, au Canada, au Québec en particulier, là, il y avait beaucoup de brasseries au début des années 1900. Et la scène de microbrasserie, ça a commencé pas mal à la fin des années 80, en 89 là, environ. Là. Donc, la microbrasserie a à peu près 30 ans au Québec. Par contre, ça a été assez rapidement, justement, puis le fait peut-être qu'on n'avait pas de tradition brassicole forte. On a été beaucoup dans l'expérimentation, puis dans la recherche de styles très variés. Là. Donc aujourd'hui, on est à un peu plus de 200 microbrasseries juste au Québec, donc pour notre province, fait que ça bouge assez rapidement. Là. La bière de microbrasserie, chez nous, c'est peut-être plus disponible et accessible en moyenne qu'ici. C'est-à-dire qu'on en trouve dans les grandes surfaces un peu partout. C'est plus facile de trouver la bière de microbrasserie, puis c'est moins niché aussi, fait que plus de gens là, en boivent. Ça coûte pas très cher aussi versus les bières des grosses brasseries. Il n'y a pas nécessairement des grosses différences. Donc, c'est assez populaire, en fait. Mais ouais, c'est les plaisirs de la table, de la dégustation. On regarde chez nous, on a des gens de tous les âges. Des gens de 70 ans qui viennent prendre des bières, puis qui vont aimer les bières sûres, des doubles IPA, des choses comme ça. Fait que c'est plus seulement là, les beer geeks de 35 ans avec une barbe comme nous. Là. Par contre, maintenant, l'endroit où on trouve le plus de microbrasseries dans le monde sans aucune ambiguïté, c'est les États-Unis. Il y a des brasseries qui font des styles plus traditionnels, mais on est beaucoup dans les trucs très éclatés, très intenses. Pas toujours élégants et fins, mais quand on fouille, on peut en trouver aussi. Hein. On peut trouver des très bonnes bières d'inspiration belge, d'inspiration tchèque, d'inspiration allemande, d'inspiration anglaise aux États-Unis aussi. Je pense que les États-Unis, c'est le chef de file pour le mouvement de la microbrasserie et tout aujourd'hui. Ok, on n'a peut-être pas le style et l'audace des Américains, mais on n'est pas encore tout à fait à court de points de vie non plus. C'est la brasserie de Blogy dans le coin de Dour qui nous l'a rappelé. Chez nous, l'apprentissage commence tôt et pas seulement quand il s'agit de boire.
En Flandre comme en Wallonie, les étudiants peuvent se spécialiser dans la bière. L'université de Leuven a un cours intitulé « Technologie du brassage de la bière » et l'UCL a son propre master en génie brassicole, rien que ça. Plus 5 points en études qui claquent. Surtout, ne pas camper sur ses acquis ni se prendre trop au sérieux. Il paraît qu'on a ça dans nos gènes, nous les Belges. En tout cas, c'est ce que pense James, un Suédois de Göteborg qui participait au Brussels Beer Festival avec sa brasserie Bierbibliothek. La Belgique est géniale. Vous avez cet héritage des bières traditionnelles, mais il y a aussi de nouvelles choses qui se passent dans ce monde. Une bonne comparaison, c'est l'Allemagne. Elle a un héritage brassicole similaire, mais tout reste plutôt old school. Elle n'a pas accueilli la nouvelle scène craft de la même manière que la Belgique. Ici, vous avez le pédigré de ces anciennes bières, mais il y a aussi de la place pour que de nouvelles choses se passent. Et c'est cool. C'est la même chose qu'en Angleterre, où il y a de la place pour les anciennes et les nouvelles brasseries. Les gens l'acceptent. En Suède, d'où on vient, les vieux comme les jeunes donnent aussi une chance à ces nouvelles bières bizarres. Ils ne boivent plus de bière normale. Ils ont encore bien leur verre de tous les jours, mais ils sont contents d'essayer des sours, des noirs, des bières très fortes, qu'importe. Et c'est aussi ce qu'on retrouve en Belgique. Je crois que parce que vos bières traditionnelles sont si diverses, les gens acceptent aujourd'hui de boire tout un tas de choses différentes. Gain de niveau, plus 12 points en armement, plus 25 en curiosité, plus 8 en belgitude. Axel, on a échappé à une armée de trolls et on est toujours dans la course. Aujourd'hui et depuis une petite dizaine d'années, de nouvelles brasseries naissent en Belgique. Leur nombre a augmenté de 86% en 5 ans selon la Fédération belge des distributeurs en boissons. Les chiffres montrent aussi qu'on consomme moins de bière en Belgique depuis quelques années. Mais c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. On en boit moins, mais on en boit mieux. Pour la présidente du syndicat neutre des indépendants, Christine Mathéus, c'est clair. Avant, on buvait surtout de la Pils. Maintenant, on veut pouvoir déguster une bière différente chaque semaine. Un bon terrain de jeu pour les nouvelles brasseries, donc. 30 ans après les États-Unis, 20 ans après l'Italie, la révolution craft, celle de la bière artisanale, a bel et bien aussi lieu en Belgique. Ouf, jauge de fierté restaurée. Le retour de la bière artisanale chez nous tient donc à des gens qui, comme Nassim, ont tout lâché pour le houblon, des cuves qui font 6 fois leur taille et des nuits sans sommeil. Mais il y a une autre catégorie de personnes qui contribuent à cette révolution craft, les amateurs. Des druides, si t'insistes, souvent sans réelle compétence au début, qui avec un matériel sommaire brassent leur propre bière chez eux, parfois dans une cave ou dans une cuisine. Comme Alexandre, qui a fondé le West Homebrew Club à Bruxelles. C'est là qu'il traverse son écran, derrière lequel il tient aussi un blog sur la bière et rencontre d'autres passionnés autour de brassins expérimentaux. Sans aucune prétention, ce sont eux aussi, en apportant un casier à un barbecue de quartier par exemple, qui font mousser notre intérêt pour les bières artisanales. J'ai l'impression qu'on participe à cette révolution craft pour la simple raison que beaucoup de brasseurs professionnels ont commencé comme brasseurs amateurs. La personne qui m'a initié à la bière, c'est François, un ami. La petite histoire, c'est qu'on était à une crémaillère, il avait apporté les bières, vu que c'était chez lui, et j'ai beaucoup aimé, j'ai voulu faire la même chose chez moi, tout simplement. Et après, on s'est donné rendez-vous, on a fait une fois ce qu'on appelle un brassin, donc une séance de brassage, et tout était lancé. Ce qui me plaît dans la bière, c'est simplement le fait que, comme je viens du monde digital, ça m'apporte du sens à ce que je fais, vu que c'est du concret cette fois-ci, et c'est quelque chose que je peux partager facilement et dont mes amis peuvent bénéficier. Comme il y a un regain au niveau des nouvelles brasseries et compagnie, les gens sont intéressés à faire la même chose chez eux, mais aussi pouvoir être maître de ce qu'ils mettent comme ingrédient dedans. Donc savoir que, par exemple, le malt, c'est du malt bio. Le houblon, c'est du houblon bio. La levure, c'est tel type de levure. Et qu'on ne triche pas dans l'élaboration de la recette avec l'ajout de trop de sucre, trop d'épices, trop de colorants. Je pense qu'on est dans cette époque où toi ou moi, on a envie de savoir ce qu'on mange, tout simplement. Ou ici, dans ce cas, ce qu'on boit. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec le pain, où les gens faisaient leur pain, achetaient une machine à pain. Ici, on a à peu près le même scénario qui se prépare. J'y ai pensé en faire mon métier, ou du moins une activité complémentaire, mais ça demande beaucoup d'investissement, peut-être de trop. Je suis conscient du travail conséquent qu'il est nécessaire de mettre en route. Rien que, par exemple, pour brasser, il faut compter 80% de nettoyage, donc c'est quand même pas mal. C'est pas que mettre du grain, le laisser mijoter et retirer les sucres. C'est aussi toute l'approche commerciale qui devient compliquée parce que le marché s'étoffe de beaucoup de concurrents. Et aussi le fait que, pour moi, ce n'est pas viable.
Oui, parce que le boss de fin, c'est finalement la dure réalité du métier de brasseur. C'est clair que boire des coups toute la journée en inventant des jeux de mots débiles pour des noms de bière, de l'extérieur, ça fait un peu boulot de rêve. Moi aussi, demain, je plaque mes 124 emails non lus et mes articles sous-payés pour devenir maître brasseur. Sauf que, Elisabeth, c'est pas exactement ça être brasseur. Moins 28 points en réalisme. Alors oui, tu peux porter un bonnet quand ça te chante, été comme hiver, mais concrètement, avant de boire tes coups, il y a du stress, des risques, de l'incertitude et pas mal de sacrifices personnels. Les gens projettent quelque chose de très cool, les brasseurs font la fête ensemble, on fait des collaborations, etc. Puis après, il y a l'envers aussi du décor où en fait, c'est quand même un travail très difficile, éprouvant, ça prend beaucoup de temps. Puis faut pas oublier que on est toujours lié à l'alcool, donc il faut aussi pouvoir prendre de la distance par rapport à ça. Il y a vraiment des aspects très très ouvriers de production, quoi. Donc c'est de la manutention, du travail vraiment de presque d'usine, j'ai envie de dire. Chez nous, quand on rate un brassard, c'est énormément d'argent jeté par les fenêtres et c'est un énorme risque dans la production parce que une bière, ça prend quand même chez nous en tout cas entre 4 semaines et 6 semaines avant que ce soit prêt. C'est de l'immobilisation de matériel, de marchandises et quand un brassin est pas vendable, c'est énormément de temps perdu, énormément d'argent perdu. C'est quand même un métier assez stressant parce que on a cette énorme pression liée à la production, à la qualité de la production, qui est pas toujours facile à gérer. Et voilà, quand il y a un équipement qui nous lâche, quelque chose qui va pas dans la brasserie, ça nous met énormément de poids. Combien ça coûte alors de lancer sa propre brasserie professionnelle ? Eh bien, Nassim nous a sorti l'addition. Au cours de l'année dernière, l'Hermitage a déboursé entre 250 et 300 000 euros. Un investissement plutôt conséquent qui permet aujourd'hui aux 3 fondateurs d'approvisionner quelques bars de la capitale, mais aussi leur propre taproom, c'est un bar à bière, à Anderlecht. Gain de niveau, plus 3 points de chance, plus 60 points de gestion, plus 13 points de bonne bière. Et si Nassim est aujourd'hui plutôt satisfait, puisque les chiffres de la brasserie sont bons, pour la majorité, ça reste compliqué de vivre de sa bière. Alors, c'est très dur. Il faut avoir une bonne compagne ou un bon compagnon, sinon c'est un peu mort. Nous, j'avoue, on en survit pour l'instant. C'est vrai que c'est avec plaisir, sans souci, parce que c'est nous qui l'avons créé et qu'on a envie de faire cette activité-là. Mais une brasserie, c'est pas non plus pour être Rockefeller, quoi. En tout cas, les 4 premières années, voire les 6 premières années, je pense qu'il faut rester accroché. Mais voilà, après, vu qu'on est heureux dans notre boulot, ça compense. Peut-être plus de considération pour le boulot, parce que c'est assez dur et les gens pensent que faire une brasserie, c'est marrant et c'est simple. Et j'avoue que non. Ça m'ennuie un peu et qu'on me dit tu travailles pas, tu fais que boire, je suis là, pardon, enfin c'est un peu chaud. Donc voilà, c'est la considération, je pense, du travail qu'il faudrait peut-être mettre un peu à l'honneur, quoi. Ça, c'était Denis Van Elwijk, l'un des jeunes patrons de la brasserie bruxelloise en Stoubenings. Chez lui et Samuel Langui, on galère un peu, mais c'est normal. Pour Denis, c'est intrinsèque à ce milieu en particulier. Comme la super tradie Cantillon et les chiens fous de l'Hermitage, en Stoubenings fait partie de cette nouvelle scène brassicole belge, un peu le cul entre deux chaises. Et Denis représente plutôt bien finalement ce drôle de créneau qu'ils occupent. Des éclaireurs expérimentaux qui traînent inévitablement derrière eux le poids d'une grande histoire brassicole. On va réitérer en fait des sortes de recettes un peu classiques, mais avec une petite touche personnelle, quoi. Maintenant, avec la mondialisation, tout le monde a l'opportunité en fait de faire toutes les bières possibles et imaginables. Donc avec la question du terroir en fait va être un peu éludée maintenant. Je pense à Cantillon qui eux, c'est vraiment le terroir, mais une bière pareille en fait maintenant peut se faire partout. On peut toujours réinventer la bière. Je pense que tu as une infinité de possibilités, même avec les mêmes ingrédients pour faire une infinité de bières différentes. Donc on peut toujours la réinventer. Après, il ne faut pas trop la réinventer non plus. Parce que moi, je suis assez conservateur dans ce que je fais, mais oui, c'est justement ça le but d'être brasseur, c'est la créativité et de ne pas avoir de frontières, quoi. Nous, on conserve notre historique et notre bagage. Il n'y a rien à faire, hein. Personnellement, enfin, j'accepte toutes les bières, toutes les cultures, mais les bonnes bières belges, rien à faire, voilà. Le savoir-faire est là. Et soudain, la lumière éclatante et les musiques célestes de la victoire. Axel, toi et moi, avec l'aide des druides de Bruxella, on est venu à bout de cette quête, le calice plein d'un nouveau savoir éternel. Du donjon, on est sorti vivante. Oui, enfin, on est surtout sorti parce qu'on avait la dalle et qu'on avait senti l'odeur des food trucks, je sais pas si tu te rappelles. Mais dis donc, t'avais bu combien de verres en fait ? Vous venez d'écouter Salatou, le podcast belge et vorace qui vous fait faire le tour de votre assiette. Si vous avez aimé ce que vous avez goûté, n'hésitez pas à noter, liker et partager cet épisode, et puis tous les autres aussi.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux à Salade to Podcast et racontez-nous votre dernière découverte brassicole. Ce podcast est une coproduction de la RTBF et du Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il était cuisiné par Axel Mine et Elisabeth Debourse. Avec nous dans la brigade, Simon Lézosson et Paul Maric au générique.